Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu enregistré ici au Conseil constitutionnel à l'occasion de la tenue du deuxième séminaire international de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, la CJCA. Ayant pour thème l'accès des particuliers à la justice constitutionnelle. Alors, il faut savoir que l'une des avancées démocratiques et juridiques les plus remarquables introduites dans le droit constitutionnel à travers le monde est relative à l'exception d'inconstitutionnalité. L'Algérie, comme bon nombre de pays africains d'ailleurs, n'est pas en reste car la révision constitutionnelle de 2016 consacre ce mécanisme prévu dans l'article 188. Un article qui fait entrer l'Algérie dans le club des grandes démocraties qui reconnaissent aux simples citoyens le droit de soulever devant son juge l'inconstitutionnalité d'une disposition législative ou, si vous voulez, une loi. Alors, en quoi consiste ce mécanisme? Quels sont ses champs d'application? Quel impact il aura sur les autres dispositions de loi? Où en est l'Afrique dans l'application de ce mécanisme? Des questions et bien d'autres que nous allons débattre ce soir avec nos invités. Et il s'agit sans plus tarder de Maître Robert Dossou. Vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous êtes également ancien ministre des Affaires étrangères de ce pays, mais également président d'honneur de la CJCA. Merci d'être avec nous ce soir donc à Question d'actu et bienvenue en Algérie. Merci Nadim. Merci à vous. Donc également à vos côtés, Monsieur Malik Diop, vous êtes président du Conseil constitutionnel du Sénégal, magistrat également. Merci d'être avec nous à Question d'actu et bienvenue en Algérie. Merci Nadim. Avec nous également, professeur Mohamed Boussoultane, vous êtes directeur général du Centre d'études et de recherche constitutionnelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et à vos côtés, monsieur Louabhi Mohamed, vous êtes président de chambre au Conseil d'État. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Et on commencera avec vous, professeur Boussoultane. Donc, beaucoup l'ignorent, mais c'est désormais un acquis pour les Algériens, l'Algérie de manière générale. Le justiciable dispose du droit de soulever l'inconstitutionnalité d'une loi auprès d'un juge. Tout à fait. Si on veut bien comprendre qu'est-ce que c'est une exception d'inconstitutionnalité, il faut qu'on comprenne un peu le contexte. Le contexte, ça rentre dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. En Algérie, avant la révision constitutionnelle de 2016, cette possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour dire que telle ou telle loi n'est pas constitutionnelle était réservée au président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Cette possibilité a été élargie en 2016 au Premier ministre, à 30 sénateurs et 50 députés. Mais ce qui a vraiment de nouveau, c'est cette exception d'inconstitutionnalité, c'est la possibilité à tout particulier de saisir le Conseil constitutionnel d'une façon indirecte cette fois-ci pour dire que tel ou tel article n'est pas conforme à la Constitution. L'article 188 de la Constitution de 2016 prévoit que le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité par les parties au procès qui peuvent, devant une juridiction, prétendre que telle ou telle disposition législative n'est pas constitutionnelle
Et il faut que ça touche à leurs droits et libertés. La Constitution est bien concise, le texte est très très succinct. Là, en principe, il y a 4 points importants à comprendre et à développer. Le premier, ça concerne les parties. C'est les parties à un procès. Quand on dit les parties à un procès, ce n'est pas uniquement les citoyens, mais toute personne juridique, physique ou morale, qui peut, bien sûr, soulever cette exception d'inconstitutionnalité. Quand on parle de personnes physiques, c'est les nationaux et les étrangers qui sont sur notre territoire d'une façon tout à fait régulière. Et puis, pour les personnes morales, ça concerne évidemment les sociétés, les associations, les partis politiques et tous ceux qui peuvent être partis à un procès devant une juridiction. Voilà, tous justiciables. Le deuxième point, il faut que ça soit une juridiction. Et cette devant une juridiction. Ce point, je vais le laisser aux soins de notre ami M. Rouabhi, parce qu'il va traiter justement de ce qu'on appelle le filtrage ou les filtres. Le côté technique. Voilà, c'est un côté technique. Le deuxième point qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il s'agit d'une disposition législative, uniquement les dispositions législatives. Ça ne concerne pas les règlements, ça ne concerne pas les réglementations et autre chose. Et quand on parle de dispositions législatives, ça concerne les dispositions qui n'ont pas été contrôlées par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire les lois organiques, chez nous, il y a un avis préalable obligatoire. Ça ne passe pas dans cette catégorie de lois qu'on peut demander au Conseil constitutionnel à annuler à travers une exception d'inconstitutionnalité. Mais il faut aussi ajouter que dans ce cas-là, quand il y a un changement de circonstances de droit, même ces textes qui ont été vus par le Conseil constitutionnel peuvent être revus une deuxième fois s'il y a par exemple un amendement de la Constitution. Le dernier point. Oui. Allez, juste pour comprendre un peu, pour vulgariser aux téléspectateurs, ce qui peut paraître un peu, on va dire peut-être paradoxal, c'est que cette exception d'inconstitutionnalité, ce droit que le citoyen algérien a acquis, peut s'inscrire peut-être en porte-à-faux avec le principe, c'est-à-dire qu'un citoyen algérien peut contester la constitutionnalité d'une loi votée par ses propres représentants, quand vous parlez de dispositions législatives. Oui, vous avez tout à fait droit, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, un état de droit, comment il est bâti constitutionnellement. Le Parlement vote les lois, l'exécutif les exécute, la justice les applique, mais le citoyen est au centre. Et quand la Constitution, qui est la loi suprême, lui donne ce droit, on n'a qu'à se plier à la Constitution. C'est la Constitution qui lui donne ce droit. Et la Constitution, il faut savoir qu'elle est votée et acceptée par référendum par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui a décidé, qui a applaudi à ce nouveau mécanisme qui est nécessaire pour les démocraties modernes. C'est un système très, très nécessaire. Il faudra quand même ajouter que cette exception d'inconstitutionnalité ne concerne pas tous les textes et toutes les lois. Ça concerne uniquement les droits et libertés. Et quand on parle de droits et libertés qui sont dans la Constitution, dans le système algérien, c'est très encadré. Il faut que ça concerne les droits et libertés et que ces droits et libertés doivent être prévus dans la Constitution. Dans notre Constitution, on a la section, le chapitre 4 du premier titre qui traite de ce thème et vraiment, vraiment, les droits, on en a
plus qu'il y en a dans les conventions internationales. On a par exemple le droit à un environnement propre dans le nouveau texte. Il y a aussi à ajouter que ce texte, quand on parle des droits et libertés, on ne se limite pas à la partie au chapitre 4. On peut aller aussi au préambule, parce que désormais, le préambule de la Constitution fait partie de la Constitution. Et on peut implicitement trouver d'autres droits dans ce préambule. Alors on reviendra à vous, M. Boussultane, donc pour d'autres explications autour de cet article 188 de la Constitution algérienne. Mais je me tourne vers vous, M. Rouabhi, pour des questions un peu plus techniques sur les champs d'application de cette loi. Alors comme toute loi placée en amont de la hiérarchie des normes, l'application soulève peut-être des appréhensions quant aux équilibres ou son impact sur l'équilibre au sein de l'appareil judiciaire. Pour répondre à votre question, il faudrait que j'aborde d'abord ce que c'est une exception dans le droit algérien. Une exception, pour vulgariser un peu, comme vous venez de le dire, le sujet pour nos téléspectateurs, c'est un moyen qu'on peut soulever devant un juge. Ce moyen tend à faire déclarer une procédure irrégulière. Et c'est un moyen qui doit être traité avant tout débat sur le fond du litige. C'est ça une exception. Dans le droit comparé, certaines législations parlent par exemple de questions prioritaires. Nos amis du Sénégal ou du Bénin ont peut-être une autre appellation. Alors, avant justement, je vais ouvrir une petite parenthèse pour compléter ce que vient de dire le professeur Boussultane à propos du contrôle de constitutionnalité des lois déjà votées et promulguées et entrées en vigueur. Cette exception d'inconstitutionnalité vise en vérité à purger l'ordre normatif interne de toutes les dispositions qui seraient inconstitutionnelles pour une raison très simple, qu'elles auraient échappé à un contrôle a priori du Conseil constitutionnel, parce qu'elles ne sont pas peut-être une loi organique, c'est certain, et d'autre part parce que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi pour donner son avis sur la constitutionnalité de ces lois. Pour revenir à l'exception d'inconstitutionnalité, sujet de votre question, c'est un moyen qui, d'après l'article 188 lui-même de la Constitution, doit être soulevé à l'occasion d'une instance devant un juge d'une juridiction, comme vient de le dire le professeur Boussultane. C'est-à-dire, ce n'est pas la faculté donnée à un citoyen de s'adresser directement au Conseil constitutionnel et de dire que cette disposition n'est pas constitutionnelle. Il faudrait qu'il revendique la Constitution comme étant sa propriété, comme quelqu'un revendiquerait par exemple un titre de propriété pour faire valoir un droit sur un bien donné. Alors le citoyen, cet exemple je crois qu'il est pertinent, ce citoyen a le droit de dire c'est ma Constitution, elle contient des droits et des libertés qu'elle me garantit, et cette disposition législative qui va être appliquée dans cette instance dont je suis parti porte atteinte à ces droits. Donc, il y a toute une procédure qui est en phase d'élaboration dans un avant-projet de loi organique. Alors, qu'il faut préparer dans un délai de 3 ans. Oui, elle doit entrer en vigueur avant voilà, c'est ça. Donc, pour faire très court, toute partie dans une instance, quand on dit une instance, on peut dire procès, on peut dire action, on peut dire affaire, qu'elle soit pénale, civile, commerciale, administrative,
peut présenter ce moyen devant le juge et dire que la disposition législative dont dépend l'issue du litige est inconstitutionnelle, pas dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle porte atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution. Justement, donc il y a, si on a bien compris, il y a des préalables, mais est-ce que les juridictions et les juges sont préparés à un changement au sein de ce système? Avant d'arriver à ce sujet qui est vraiment qui mérite d'être posé, il y a d'abord une procédure. Cette procédure, en deux mots, c'est il faut un écrit distinct, motivé, qui doit être présenté. Ça, c'est en la forme. Le juge doit s'assurer de l'existence de trois conditions ou critères. Il faudrait que la disposition législative contestée soit applicable au litige dans le sens où il y a une relation concrète entre la disposition législative contestée et l'objet du litige, et que une éventuelle inconstitutionnalité de cette disposition a un impact direct sur la solution du litige. Ça, c'est le texte constitutionnel dit dont dépend l'issue du litige. Dans le droit comparé, on dit applicable au litige, ce qui est à peu près comparable. Le deuxième critère, il faudrait que, comme vient de le dire le professeur Boussultane, il faudrait que cette disposition n'ait pas été déclarée déjà conforme à la Constitution selon les mécanismes connus, classiques. Troisièmement, il faudrait que le moyen soulevé ait un caractère sérieux. Ça, c'est pour éviter les exceptions, disons, fantaisistes ou visant à un but dilatoire, pour faire durer la procédure et éviter que le juge statue au fond. Parce que justement, le juge, s'il accepte, s'il le reçoit, déclare recevable l'exception, doit surseoir à statuer sur le fond. Pour revenir à votre deuxième question sur est-ce que qu'on est prêt sur le plan des compétences, c'est ça? Des compétences, oui. Sont des compétences. Je crois que oui. Je crois que oui, les compétences existent pour une raison très, très simple et même évidente. C'est que c'est vrai, c'est un droit nouveau, c'est un mécanisme nouveau, mais l'avant-projet de loi organique sera rédigé de telle façon à ce que les magistrats qui sont des praticiens du droit doivent, comme c'est leur rôle, mettre en application cette loi organique qui n'est pas spécialement compliquée. C'est-à-dire que c'est vrai, elle fait appel un peu ou peut-être beaucoup, au pouvoir d'appréciation du juge, qui doit s'assurer que il y a la procédure, la règle de procédure qui dit qu'il y a un moyen, qu'il y a un écrit distinct et motivé. Ça, c'est intéressant pour un magistrat, il sait ce que c'est. Deuxièmement, les droits critères sont vérifiables. Je crois que le Conseil constitutionnel va sur son site indiquer toutes les lois qui ont été examinées par lui et déclarées conformes à la Constitution. C'est ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins européens ou africains. Il peut aussi s'assurer, c'est son métier, que la disposition contestée est applicable au litige. Il sait que c'est de cette disposition que dépend l'issue du litige. Ça, reste justement le problème majeur, c'est est-ce que c'est un moyen sérieux ou dénué de sérieux. Ça, c'est, je crois que nos magistrats, avec le temps, s'imprégneront un peu de l'esprit de la loi. Et puis, il suffit d'aller, on a parlé de droit et de liberté, il suffit d'aller au texte de la Constitution qui énumère quels sont les droits et libertés visés par la Constitution, énumère carrément lire le préambule, et puis c'est quoi l'appréciation d'un caractère sérieux.
Dans la jurisprudence comparée, on dit que c'est l'existence d'un doute dans un esprit éclairé. Ça pourrait, il n'est pas un juge constitutionnel, il n'a pas le de dire que cette disposition est inconstitutionnelle, ce n'est pas son rôle. Mais il pourrait, par exemple, dire que ça pose vraiment problème. C'est-à-dire la disposition qui est contestée devant moi en tant que juge me pose un problème vis-à-vis de la Constitution. C'est-à-dire que dans un esprit éclairé, logique, doté d'un bon sens, qui est la chose la mieux partagée au monde. Donc, il considère que ça mériterait d'être transmis soit à la Cour de cassation, soit au Conseil d'État, selon les deux ordres. Quand vous dites Cour de cassation, donc c'est la Cour suprême. Les deux ordres judiciaires, et ces deux juridictions suprêmes ont le droit d'apprécier à leur tour, c'est un deuxième filtre, avant de renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Alors, monsieur ou maître Dossou, donc, je rappelle que vous êtes président d'honneur de la CJCA, donc c'est la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. D'abord, quel est l'intérêt pour notre continent africain qui a multiplié ce type de démarche, d'instaurer donc le principe d'exception inconstitutionnelle? Quel est l'intérêt pour le continent africain, les pays africains, donc d'adopter ce mécanisme? Je voudrais d'abord rebondir sur ce que Monsieur le Président Mourapi a dit tout à l'heure. La répétition étant pédagogique, je vais dire la même chose que lui, retourner autrement. L'exception d'inconstitutionnalité porte sur une question préjudicielle, c'est-à-dire une question qui bloque le déroulement normal de la procédure. La procédure ne pourra plus avancer tant que cette question préjudicielle n'est pas tranchée, dans un sens ou dans l'autre. C'est cela l'avantage énorme de cette exception d'inconstitutionnalité. Au Bénin, nous parlons aussi d'exception d'inconstitutionnalité. Et nous, en plus, on a la voie d'action directe, c'est-à-dire un citoyen peut saisir directement la Cour constitutionnelle en dehors de tout procès. Ceci dit, je suis heureux d'être en Algérie pour confronter mes expériences avec celles anciennes et nouvelles du Conseil constitutionnel algérien et de toute la procédure actuelle créée par le nouvel article 188 de la Constitution algérienne. Nous sommes là dans le cadre de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Cette organisation est née à partir d'une résolution prise à l'initiative de la République algérienne. C'est l'Algérie qui a proposé à la conférence de l'Union africaine en 2010 d'encourager, d'appeler les juridictions constitutionnelles africaines à se regrouper sur le plan continental. Le Conseil constitutionnel algérien, à l'époque dirigé par le regretté Boualem Bessaï, a pris à bras le corps cette résolution. Et en janvier 2011, en marge du deuxième congrès mondial sur la justice constitutionnelle qui s'est réuni à Rio de Janeiro au Brésil, le président Boualem Bessaï nous a réuni toutes les juridictions africaines présentes pour leur présenter cette résolution et leur proposer un programme pour aboutir à la création de cette conférence. Suite à cette réunion, moi j'étais président de la Cour constitutionnelle du Bénin à l'époque et je représentais le Bénin. Je conduisais la délégation béninoise à cette grande réunion de Rio de Janeiro. Suite à cela, il y a une commission technique qui s'est réunie à Alger pour élaborer les projets de texte, statut, règlement intérieur. Et en mai 2011, nous avons tenu le congrès constitutif, ici même à Alger, dans les locaux du Conseil constitutionnel d'Algérie, où nous avons porté sous le regard participatif de M. Jean Ping, alors président de la commission
de l'Union africaine, ici dans ces mêmes locaux. Et nous avons créé cette conférence-là, qui est une association panafricaine. Et mes collègues à l'époque m'avaient fait l'honneur de me porter à la présidence de cette organisation, et aidé du secrétaire général de l'époque, Isaac Yacouba Ndiaye du Sénégal, qui était vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal, et de Moussa Laraba, ancien membre du Conseil constitutionnel d'Algérie, qui a été porté au secrétariat général adjoint. Et nous avons élargi, et au fur et à mesure, d'autres juridictions sont arrivées, et à l'issue de certains séminaires, nous débattons des thèmes, de différents thèmes, et aujourd'hui, nous sommes à l'accès du particulier à la justice constitutionnelle. Voilà l'importance de cette organisation. Nous échangeons, enfin les juridictions constitutionnelles échangent leurs expériences, et ensuite nous avons une sorte de solidarité entre nous, parce qu'il arrive que tel pouvoir politique frappe un peu telle juridiction constitutionnelle dans tel ou tel pays, la direction de l'organisation tout entière réagissent. Tout dernièrement, lorsque la Cour suprême du Kenya a annulé l'élection présidentielle, il y a eu de la part du président kenyan une petite menace en direction de la Cour suprême. Immédiatement, la direction de la conférence a réagi pour tirer sur la sonnette d'alarme en disant que les juges, ils ont fait leur travail, pas de menace sur le fondement de l'indépendance de la justice. Voilà les raisons d'être de cette magnifique organisation qui a fait un pas important depuis sa création. Donc, la CJCA apporte une plus-value, notamment cette expérience des pays africains, l'échange entre les pays africains en matière d'expérience, notamment en matière de contrôle de constitutionnalité et donc des droits de l'homme aussi. Si on fait un parallèle avec les autres organisations, peut-être même la Commission de Venise par rapport à l'Union européenne, quels sont les apports de la CJCA en matière d'avancée démocratique en Afrique? Vous posez une question extrêmement pertinente. La commission dite de Venise a été une commission créée par le Conseil de l'Europe pour aider à la démocratisation naissante dans les pays d'Europe centrale. Et très vite, le parallèle a été fait entre les démocraties nouvelles africaines ou renouvelées en Afrique et la Commission dans son dynamisme à penser donc organiser, aider à l'organisation des conférences continentales ou des associations continentales. On l'appelle commission de Venise parce que cette commission du Conseil de l'Europe a pris l'habitude de tenir ses réunions à Venise, en Italie. Finalement, on l'appelle commission de Venise. Mais comme elle s'occupe de l'Europe, l'Algérie est aux confins de l'Europe, en Méditerranée. Et le dynamisme du Conseil algérien et surtout de son président de l'époque ont fait en sorte qu'il y a eu des liens très étroits entre le feu président Boualem Bessaïe et la commission de Venise, tant et si bien que le Conseil constitutionnel algérien, participant à la construction de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle africaine, a estimé qu'il fallait faire la même chose pour le continent africain, à l'instar du continent européen qui avait déjà son association des juridictions constitutionnelles européennes. Et c'est ainsi que, à l'époque, le président du Conseil constitutionnel, feu le regretté Boualem Bessaïe, avec des milogos du Conseil constitutionnel de Burkina Faso, et avec le président de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, et ils avaient apporté un appui important à la création de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Et la première conférence, le premier congrès s'est tenu
en Afrique du Sud, à Cape Town, en 2009. Et c'est à partir de là que nous avons estimé en Afrique que, sur l'adhésion de l'Union africaine, nous avons estimé que nous aussi, pour le continent africain, il nous fallait une conférence de ce genre. J'ai oublié de dire tout à l'heure que au premier congrès, au congrès constitutif qui s'est tenu ici à Alger en mai 2011, j'ai dit que Jean Ping, président de la commission, était présent, mais il y avait également une forte délégation de la commission de Venise, en la personne de son président Gianni Boukikio et de M. Djourou, son bras droit, qui nous ont aidés, qui sont à toutes nos réunions. Ça réchauffe les liens entre toutes les associations continentales en matière de justice constitutionnelle. Alors, toujours à propos d'Afrique, je vous passe la parole, Malik Diop. Je rappelle, vous êtes vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Le Sénégal qui a adopté ce mécanisme d'exception. Donc, ce mécanisme, et il a donc une loi organique qui régit cette loi. Alors, parlez-nous d'abord de cette expérience, comment le Sénégal a adopté ce mécanisme, et puis on parlera tout à l'heure peut-être des difficultés techniques que votre pays a rencontrées dans l'application de l'exception inconstitutionnelle. Je vous remercie. Laissez-moi d'abord vous faire part de ma joie de partager ce plateau avec d'éminents juristes algériens, à la personne du professeur Boussoltan et du président Ouabeb, et d'un éminent africain que j'ai l'habitude d'appeler le citoyen africain. Merci. Il se sent chez lui dans tous les pays d'Afrique, le doyen Robert Dessous. L'exception d'inconstitutionnalité, comme nous avons eu à le dire tout à l'heure, c'est une procédure qui est offerte aux citoyens à l'occasion d'un procès. De dire au juge, la règle de droit que vous voulez m'appliquer, je considère que cette règle est contraire à la Constitution. Et si le juge, pour rendre la décision au fond, est effectivement obligé de lui appliquer cette règle, il y a ce qu'on appelle une question préjudicielle. En tant que juge de fond, il ne peut pas apprécier de la conformité ou non de la loi par rapport à la Constitution, parce que c'est une compétence exclusive de la juridiction constitutionnelle. Donc le juge est obligé de faire ce qu'on appelle en droit un sursis à statuer, jusqu'à ce que le juge compétent se prononce sur la question préjudicielle de constitutionnalité. C'est ça l'exception d'inconstitutionnalité qu'on peut opposer à l'action directe devant le Conseil constitutionnel ou la juridiction constitutionnelle, c'est-à-dire une voie qui est ouverte pour attaquer directement une loi avant sa promulgation ou des fois après sa promulgation, comme cela se passe au Bénin. Mais les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Au Sénégal, la voie d'action, c'est-à-dire le fait de pouvoir attaquer une loi avant sa promulgation, n'est ouverte qu'au président de la République et à un groupe de députés égal au 10e des membres de l'Assemblée nationale. Mais il est à préciser que le président de la République est obligé, en ce qui concerne les lois organiques, de saisir le Conseil constitutionnel avant toute promulgation. Il y a une obligation qui pèse sur le président de la République en ce qui concerne les lois organiques de saisir le Conseil constitutionnel avant toute promulgation. Concernant les autres lois, il n'est pas obligé, mais il peut saisir le Conseil. Un groupe de 10 députés aussi peut saisir
le Conseil. Ça, c'est la voie d'action par opposition à l'exception d'inconstitutionnalité qui concerne des lois qui sont déjà promulguées, qui sont déjà appliquées et qui, à l'occasion d'un procès, sont soupçonnées par le plaideur ou un des plaideurs d'être contraires à la Constitution. Il y a aussi à préciser qu'il faut faire la différence entre l'exception d'inconstitutionnalité et l'exception d'illégalité. L'exception d'illégalité, le professeur Boussoltan l'a un peu effleuré. Est-ce qu'elle est consacrée dans la Constitution? L'exception d'illégalité. Oui. Je disais que c'est différent de l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'illégalité, cela concerne, c'est la même chose que l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire au cours d'un procès, le plaideur dit au juge la règle, c'est-à-dire le règlement. Là, on est au niveau du règlement, c'est différent de la loi. Le règlement que vous voulez m'appliquer est contraire à la loi. À la loi au sens strict du terme, c'est-à-dire, je ne parle pas de la Constitution, mais de la loi ordinaire ou de la loi organique. Vous voyez la différence? L'exception d'inconstitutionnalité, c'est quand on dit que la loi est contraire à la Constitution. L'exception d'illégalité, c'est quand on dit que le règlement est contraire à la loi. Il y a une différence de niveau. En ce moment, s'il s'agit d'une exception d'illégalité, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui est compétent, mais c'est le Conseil d'État dans des pays qui en ont ou la Cour suprême. Voilà donc, pour revenir à l'exception d'inconstitutionnalité, lorsque le juge est saisi, il faut impérativement que, pour que l'exception soit recevable à son niveau, qu'il constate qu'il ne peut pas prendre de décision dans le fond, sans pour autant qu'on dise que la décision est conforme ou non conforme à la Constitution. Voilà donc très brièvement campé, et je pourrais peut-être vous ajouter qu'au Sénégal, cette disposition existe depuis 1992. Donc ça fait 25 ans que nous avons adopté l'exception d'inconstitutionnalité. Mais en 2016, il y a eu un nouvel article, l'article 92. C'est cela. Permettez-moi de vous poser une question autour de ça, justement, qui a soulevé des appréhensions concernant les prérogatives de la Cour de cassation et la Cour suprême par rapport donc à ce mécanisme. Et la Cour constitutionnelle de manière générale. Voilà, ce qui est arrivé en 2016, c'est à l'occasion d'une révision constitutionnelle, parce que il faut faire une différence entre la période de 92 à 2016 et de 2016 à nos jours. De 92 à 2016, on ne pouvait soulever l'exception d'inconstitutionnalité qu'une fois que le procès a été élevé jusqu'au niveau de la Cour suprême. Le procès peut commencer dans les tribunaux de base, par exemple le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, en passant par la Cour d'appel. Et jusqu'à ce moment, jusqu'en 2016, le citoyen n'avait pas la possibilité, devant ces juridictions, de soulever l'exception. Mais une fois que les débats sont élevés, que la procédure est élevée au niveau du Conseil constitutionnel, c'est en ce moment et en ce moment seulement que la loi donnait le droit au plaideur de dire devant le juge de la Cour suprême: écoutez, la disposition que vous êtes en train de m'appliquer est contraire à la Constitution, la disposition légale. Et en ce moment, donc jusqu'en 2016, le juge de cassation devait surseoir à statuer et transmettre la procédure au Conseil constitutionnel, qui était chargé de dire si effectivement la disposition légale était conforme ou non conforme à la Constitution. Voilà ce qui s'est passé jusqu'en 2016. Alors, nous avions constaté que, nonobstant l'ouverture de cette exception
l'usage de cette exception aux citoyens, il ne saisissait pas la Cour suprême de l'exception, il ne soulevait pas plutôt l'exception au niveau de la Cour suprême. Alors on s'est demandé, mais quelle est la raison? On offre aux citoyens un moyen de se défendre, de dire à la Cour suprême que la disposition légale que vous voulez m'appliquer est contraire à la loi, mais nonobstant cela, ils ne saisissent pas. Alors nous avons réfléchi, on s'est dit, bon, ce n'est pas parce que nos lois sont bonnes, parce qu'une loi, c'est une œuvre humaine, ça ne peut pas être ça, parce que ce serait illusoire de penser que toutes nos lois sont bonnes. Donc ça ne peut pas être ça. Et on s'est dit, mais peut-être parce que la procédure est longue. À partir du tribunal de base jusqu'à la Cour suprême, ça peut faire peut-être 4-5 ans. Peut-être beaucoup de gens, entre-temps, ils se découragent. Parce que s'il y a peut-être 100 procès au niveau du tribunal de base, il y en a peut-être 10 ou 15 qui arrivent au niveau de la Cour suprême. On s'est dit, ça peut être aussi un problème d'ignorance. Est-ce que les citoyens sont suffisamment informés? Mais à ce point de vue, on s'est dit, ça ne peut pas être ça, parce qu'en général, lorsque le litige vient jusqu'à la Cour suprême, il y a toujours un avocat qui est derrière, et les avocats ne sont pas censés ignorer l'existence de cette procédure. Autre question, était-ce une suspicion par rapport à la justice constitutionnelle? On s'est dit, ça ne pouvait pas être ça aussi, parce que l'avocat, même s'il a des doutes sur la partialité du juge, ça ne l'empêche pas de le saisir. Quitte à perdre, mais il va user de cette procédure. Donc ça ne pouvait pas être ça. Alors nous nous sommes dit, c'est peut-être parce que la barre est maintenue trop haute. Bon, descendons la barre un peu plus basse, donc au niveau de la Cour d'appel. Et donc à partir de 2016, on a prévu dans la loi organique sur le Conseil constitutionnel que cette exception pouvait être soulevée à partir des cours d'appel. Mais malheureusement, le problème demeure depuis 2016. Aucun recours n'est parvenu au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'exception d'inconstitutionnalité. Donc, le problème doit être ailleurs. Il se trouve aussi qu'il y a une certaine difficulté entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est issu des flancs de la Cour suprême. Et il est né en 1992. Et en 1992, la Cour suprême du Sénégal avait été éclatée. Et il y avait un Conseil d'État, une Cour de cassation et un Conseil constitutionnel. Donc la Cour suprême, certainement, pense toujours que le Conseil constitutionnel est son bébé, parce que le Conseil constitutionnel vient de la Cour suprême. Et nous avons de petits problèmes, surtout quand le Conseil constitutionnel, depuis 1995, exige du juge de la Cour suprême, avant de la Cour de cassation et maintenant de la Cour suprême, que le juge se prononce d'abord, avant de transmettre l'exception sur sa compétence et sur toutes les fins de non-recevoir. Il est vrai que les textes sur l'exception d'inconstitutionnalité ne disent pas que le juge du fond doit le faire. Et je me rappelle tout à l'heure, quand on parlait comment dirais-je, de vide juridique, le doyen Doussou disait que le vide juridique n'existe pas. Effectivement, parce qu'il y a la jurisprudence. Il y a la jurisprudence, le juge est créateur de droit. C'est dans ce sens que le juge de la Cour du Conseil constitutionnel a dit que mais il ne sert à rien. Pour moi, Conseil constitutionnel, que vous me saisissiez, que je me prononce sur la conformité ou non d'une disposition à la Constitution, que je vous retourne le dossier et que vous vous disiez, dans le fond, on n'est pas compétent, ou bien dans le fond, c'est irrecevable. Donc,
expurger la procédure de toutes les fins de non-recevoir avant de me saisir. Et ça, c'est un problème entre nous. Et je voudrais, avant de terminer, vous signaler que lorsque le juge constitutionnel au Sénégal est saisi d'une exception d'inconstitutionnalité, il ne se borne pas à examiner seulement la disposition que relaie. Le juge en profite pour examiner toute la loi. S'il y a une disposition qui est querellée, le juge examine l'ensemble de la loi pour dire si l'ensemble est conforme ou non conforme à la Constitution. Professeur Boussultane, si on revient à l'expérience algérienne, en attendant la promulgation de la loi organique qui va régir un peu l'application de ce mécanisme d'exception inconstitutionnelle, doit-on s'attendre à des difficultés, ou si on peut appeler ça une forme de dualité entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême et le Conseil d'État d'autre part? À mon avis, on ne peut pas vraiment prédire ces choses, c'est difficile à prévoir, mais connaissant un peu le système algérien, le système institutionnel algérien, je crois qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Mais je dois préciser que ce genre de contrôle va faire qu'il y a tellement d'intérêt pour le citoyen, pour le pays, pour la démocratie, que je ne crois pas qu'il y aura ce blocage ou qu'il y aura ces interférences. Certainement, la loi organique va prendre en considération, c'est une loi organique, elle va organiser ce qui est entre deux institutions indépendantes, souveraines. Et ces aspects-là vont être pris en considération. Si vous permettez, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'intérêt de ce contrôle d'inconstitutionnalité pour notre pays. Le contrôle qu'on avait, le contrôle traditionnel, le contrôle de la constitutionnalité des lois traditionnelles est un contrôle tout à fait abstrait. On va confondre une loi ou une loi organique avec le texte de la Constitution. Mais c'est un texte tout à fait abstrait. On ne sait pas s'il va s'appliquer ou s'il va s'appliquer à X ou à Y. Par contre, l'exception d'inconstitutionnalité, qui veut dire que le juge de fond va surseoir, va mettre l'affaire de côté et va attendre que le Conseil constitutionnel va juger la loi, parce que c'est la loi qui va être jugée. Tout ce mécanisme est très très important pour la démocratie et pour l'état de droit. Je vais expliquer pourquoi. C'est un contrôle réel, c'est un contrôle concret, c'est un contrôle à l'occasion de l'application d'un texte. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel va dire voilà ce texte qu'on n'a pas vu et que le juge va appliquer risque quand même de toucher, d'enfreindre les droits et libertés de l'une des parties au procès. Ça, c'est très très important parce que c'est un contrôle concret. Le deuxième point qui est aussi important, et ça nous permet quand même d'apprécier cet article 188, ce contrôle de constitutionnalité va permettre aux citoyens de s'approprier sa Constitution, parce qu'il va la défendre. Il sera le gardien de la Constitution. Dans le texte constitutionnel, le président de la République est le gardien de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, avec son contrôle de constitutionnalité, est gardien de la Constitution. Maintenant, c'est complètement défait et c'est le citoyen, c'est les particuliers qui vont quand même faire attention que la Constitution soit bien respectée. M. Rouabhi a bien évoqué un autre point aussi important. Cela va permettre de purifier tout le corpus législatif algérien.
c'est les citoyens, c'est les justiciables qui savent là où il y a des problèmes. On ne peut pas mettre tout dans un tamis et voir ce qui reste. Par contre, le citoyen, c'est lui qui est concerné. Il va à chaque fois dire « Ah, ça c'est un texte, voilà, il est ancien, il date de 1966, et il faut faire attention, je ne veux pas qu'il me soit appliqué. » Un dernier petit point, cette exception d'inconstitutionnalité permet aux citoyens de défendre, non seulement de défendre ses droits et libertés, mais aussi de jouer son rôle politique de citoyen. Parce que c'est ça qui va lui permettre d'aller voter et de défendre son droit de voter. C'est ça qui va lui permettre de protester et d'aller dire, voilà, moi, je veux me porter candidat et j'ai le droit d'être candidat. Ça veut dire la citoyenneté et l'état de droit vont vraiment être mis en œuvre à partir de cet article, le jour où il sera mis en œuvre et qu'on aura une vraie pratique. Monsieur Rob. Si vous permettez, je voudrais dire un mot, si vous permettez. Allez-y. Vous voyez, le contrôle abstrait est un contrôle objectif, hors tout contentieux. L'autre, le contrôle que l'article 188 de la Constitution vient d'instaurer, est un contrôle subjectif, c'est-à-dire il y a un droit subjectif d'un citoyen qui est derrière et qui attend cette décision du Conseil constitutionnel. Alors que sur le premier volet, il n'y a pas un citoyen vraiment concret, identifiable. C'était général. Voilà ce que je voudrais juste compléter. Faire vivre la Constitution. Tout à fait, ça donne vie à cette Constitution. Quand même, à comprendre l'importance de la Constitution. Monsieur Rouabhi, toujours sur un plan plus technique, on parlait tout à l'heure de vide juridique au cas où, peut-être un peu dans l'expérience algérienne, qui sera peut-être différente de l'expérience sénégalaise où personne n'a saisi le Conseil constitutionnel. Qu'en est-il si le Conseil constitutionnel sera saisi pour un bon nombre de lois votées depuis l'indépendance des dispositions législatives qui ne sont pas ou ne seront pas peut-être conformes à la Constitution? Est-ce que cela ne va pas créer des difficultés pour le système judiciaire algérien? C'est prévu par la Constitution. La réponse à votre question est prévue par la Constitution. Je vais y revenir. Mais avant, si vous permettez, pour compléter un peu ce que vient de dire mon ami et frère Boussultane à propos de sa réponse à votre question sur l'éventualité d'un conflit entre le Conseil constitutionnel, la Cour suprême d'une part et le Conseil d'État d'autre part. Je voudrais dire en parfait légaliste que la Constitution dit expressément que les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables. S'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont force de loi, même force de constitution. On ne peut pas imaginer que des magistrats à la Cour suprême ou au Conseil d'État, par exemple, refusent d'appliquer une décision du Conseil constitutionnel. C'est inimaginable dans un état de droit. Avant de répondre à votre question, je voudrais une petite précision à propos de ce que vient de dire notre ami le président Malik Diop quant à l'exception d'illégalité. Ça existe aussi sous forme d'action. Moi, j'appartiens au Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif, et nous connaissons des actions contre les actes administratifs, soit individuels, soit réglementaires, pour excès de pouvoir. À ce moment-là, les gens, généralement, invoquent l'illégalité d'un acte au motif qu'il est contraire à une loi, c'est-à-dire à une norme supérieure. C'est du domaine du règlement, mais c'est contraire à une norme. Et c'est généralement, dans 99% des cas, c'est une action. Quelquefois, quelqu'un le revendique dans une action au fond, de quelque nature que ce soit, l'application d'un règlement. Et à ce moment, la partie défenderesse, la partie en défense, excipe justement de ce moyen d'illégalité pour dire que ce règlement ne peut pas m'être appliqué au motif qu'il est contraire à une loi.
Pour revenir à votre question, ça s'est posé cette notion de vide juridique pourrait peut-être se poser, mais la Constitution prévoit que si le Conseil constitutionnel déclare une disposition législative inconstitutionnelle, il dit expressément qu'elle perd tout effet. Ça veut dire qu'elle est abrogée à la date de la décision du Conseil constitutionnel qui, comme je viens de le dire, s'impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mais, dans certains cas, pour éviter justement ce vide juridique, le Conseil constitutionnel peut différer dans le temps l'application de sa décision, pour ne pas qu'il y ait un vide juridique. C'est-à-dire que il donne un temps suffisant aux législateurs pour combler ce vide. Ça s'est passé dans d'autres pays. Le Conseil constitutionnel abroge une disposition législative ou même une loi qui contient plusieurs dispositions législatives au motif qu'elle est inconstitutionnelle, et nous sommes en face d'un vide juridique, surtout si c'est en matière pénale. Parce qu'en matière pénale, il y a l'élément légal. En matière civile ou commerciale, le juge peut faire un effort de jurisprudence en faisant appel au droit comparé, en faisant appel à d'autres sources de droit. Le professeur Bosseltan est mieux placé que moi en matière doctrinale pour répondre à cette question. Mais en matière pénale, et c'est arrivé par exemple en France en matière de QPC, de la garde à vue, ou bien d'incrimination de certains faits délictueux. Parce que je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que pour qu'une infraction existe, il faudrait qu'il y ait 3 éléments. Il y a d'abord l'élément matériel, le fait d'avoir commis l'infraction, l'élément moral ou l'élément intentionnel, le fait commettre cette infraction délibérément, et l'élément légal, et qui est l'élément le plus important. Il faut n'est considéré comme délit que ce que la loi considère comme délit. On ne peut pas imaginer ou créer une infraction que le législateur n'a pas prévue. Alors, à ce moment-là, si la loi pénale, par exemple, pour citer ce cas précis, est abrogée, le Conseil constitutionnel peut différer dans le temps. Il dit aux législateurs et au gouvernement, à la justice, etc., cette loi est inconstitutionnelle, mais je vous donne, par exemple, 1 an pour mettre en conformité la loi avec la Constitution. D'autres sujets qui ne relèvent pas du domaine pénal, c'est plus simple pour le magistrat parce qu'il peut faire appel à la jurisprudence, sauf en matière pénale, on ne peut pas faire appel à la jurisprudence s'il n'y a pas de texte incriminant les faits pour lesquels, d'ailleurs même l'article 188 parle dont dépend l'issue du litige, ou constitue le fondement des poursuites. Ça veut dire en matière qui pénale. sera plus détaillé encore plus en profondeur par la loi organique. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être un dernier mot, Monsieur Mohamed Bosseltan, autour de l'intérêt pour un pays comme l'Algérie, leader dans l'Union africaine, d'organiser ce type de rencontre. L'Algérie qui organisera à l'horizon 2020, si je ne me trompe pas, donc une conférence internationale toujours au sujet de la Constitution. Oui, tout à fait. La conférence mondiale a été décidée à Vilnius il y a quelques mois et ça sera organisé en Algérie en 2020 et c'est une très très importante manifestation mondiale. Concernant cette rencontre, qui est quand même une rencontre scientifique, l'Algérie a organisé 2 autres rencontres avant celle-là. Depuis que la Constitution de 2016 a été adoptée, le Conseil constitutionnel se prépare petit à petit pour cette date de 2019. On a commencé bien sûr par des séminaires internes. On a organisé une
très grande, avec la coopération et l'aide du PNUD, une très grande manifestation scientifique sur ce même thème, mais sur le plan international. Cette fois-ci, on a préféré voir ce qui se fait autour de chez nous et notamment en Afrique. Le but du Conseil constitutionnel, c'est de savoir à peu près quelles sont les bonnes pratiques, les bons mécanismes, qu'est-ce qui a bien réussi au Bénin, qu'est-ce qui a bien réussi au Sénégal, en Afrique du Sud et ailleurs. Et ces rencontres, ça permet de savoir toutes ces pratiques et on pourra prendre les bonnes pratiques. Ça permet aussi de former notre personnel. Les membres du Conseil, les cadres du Conseil, parce qu'on sera amenés, nous, à expliquer ces choses à nos concitoyens, à toutes les instances dans la justice, au bâtonnat, aux avocats et aux écoles de formation de droit. Et ça, c'est une préparation. Il y en aura d'autres rencontres de ce genre avant, bien sûr, que le projet soit prêt. Mais je suis sûr qu'il est d'ores et déjà dans le pipe. Et en bonne voie. Merci. Allez-y, monsieur. Une petite précision. Je voulais dire que, peut-être que vous avez mal compris mon développement, je n'ai pas dit que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi, mais il n'a pas été suffisamment saisi selon nos attentes. Il y a une nuance. Il y a une nuance. En outre, bon, la disposition légale qui a été citée par M. Rouaveb concernant l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel, cette même disposition existe chez nous. Ça existe chez nous, mais nonobstant cela, nous avons ce problème. Nonobstant cela, nous avons ce problème. Concernant maintenant le recours pour excès de pouvoir, qui est la voie d'action, concernant l'illégalité d'un règlement par rapport à la loi ou à la Constitution, il est vrai que ça existe partout. Faudrait-il peut-être rappeler que le recours pour excès de pouvoir est même ouvert, son texte. Et que même s'il y a une disposition qui dit que le recours pour excès de pouvoir n'est pas possible dans tel domaine, ce texte est jugé contraire à la Constitution. On n'a même pas besoin de texte pour cela. Donc le recours pour excès de pouvoir existe bel et bien. J'en ai pas parlé parce que nous étions dans le domaine de l'exception. Et je voulais qu'on fasse une différence entre l'exception d'inconstitutionnalité à ne pas confondre avec l'exception d'illégalité. Il ne me reste pas beaucoup de temps, monsieur. Mais allez-y. Une petite note sur Boualem Saïh, si vous me permettez de terminer sur une note un peu, comment dire, à la mémoire de Boualem Saïh qui a été on a rendu hommage à l'occasion de cette conférence en baptisant. Donc, voilà. Une petite anecdote. Nous avions reçu au Conseil d'État, il y a un peu moins d'une année, une délégation de juges constitutionnels de la Fédération de Russie. Et comme ça, en discutant de littérature russe, Tolstoï, Gorky, etc., Sakharov, l'archipel du Goulag, etc., etc. Donc, un des magistrats nous a parlé de Boualem Saïh, en disant qu'il l'avait connu alors qu'il était venu, je ne sais plus en quelle année, en Russie. Il était à ce moment-là en train de rédiger son livre sur l'imam Shamil et l'émir Abdelkader. Nous sommes dans la salle de l'émir Abdelkader. Il m'a dit que sa mère, la mère de ce juge constitutionnel, avait à l'époque donné une photo à feu Boualem Saïh, Allah yarhamou, de l'émir Abdelkader avec l'imam Shamil lors de l'inauguration du canal de Suez avec Ferdinand de Lesseps. Il se trouvait par hasard que ce livre, c'est-à-dire que Boualem Saïh avait mis cette photo dans le livre, et ce livre, moi je l'avais. Il existe chez nous en librairie. Et il était à la recherche de cette photo. Je lui ai dit que la photo, elle existe dans tel livre, et que ce livre, je l'ai. Et j'ai pu, par le biais
votre collègue, M. Brahim El Hashmi, qui est membre du Conseil constitutionnel, j'ai pu offrir ce livre qui contient sa photo et que notre collègue du Conseil constitutionnel de la Fédération de Russie cherchait vraiment comme on cherche une paillette d'or dans un désert désolé. Alors j'étais présent à l'aéroport le moment où il lui a donné le livre. Il était fou de joie. Ouais. J'étais témoin. Il faut le comprendre. Ouais. Il y avait de Je quoi. ne savais pas que vous étiez témoin. Voilà. Il y avait de quoi. Voilà. Ça, c'est important. Merci donc, professeur Mohamed Boussultane, pour tous ces éclairages autour de notre thème et l'hommage rendu donc à Feu Boualem Bessih, qui, je rappelle, a été notamment président du Conseil constitutionnel algérien et qui porte, ou le centre, ou la conférence des juridictions africaines porte désormais son nom, la baptisation. Donc, il a été baptisé hier. Donc, professeur Mohamed Boussultane, directeur général du Centre d'études et de recherche constitutionnelle, merci d'avoir participé à notre débat. Merci à vous également, Monsieur Rouabhi Mohamed, président de la Chambre au Conseil d'État. Merci donc pour toutes ces explications. Merci à vous également, Monsieur Malik Diop, vous êtes président du Conseil constitutionnel, vice-président, du Conseil constitutionnel du Sénégal. Merci à vous également, Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, président d'honneur de la CJCA, conférence de juridiction constitutionnelle africaine, pour tous ces éclairages. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Au revoir et bonne soirée.